Bonjour à tous, je suis le professeur Maurice Tardif, directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante, en abrégé le CRIFPE. Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau webinaire. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir une jeune et brillante professeure qui s'appelle Myriam Villeneuve-Lapointe, qui est professeure à l'Université de Sherbrooke. Myriam va nous entretenir aujourd'hui sur l'émergence de l'écrit ainsi que sur la didactique de l'écriture et de la grammaire. Donc, elle s'intéresse à l'apprentissage et à la maîtrise de l'écrit chez les jeunes enfants. Vous savez comme moi que c'est un sujet fondamental dans la mesure où la maîtrise de l'écrit va déterminer pour une large part toutes les chances de succès dans la suite de la scolarité. Les enfants francophones québécois ou les enfants allophones doivent par conséquent franchir cette étape et le rôle des enseignants est crucial. Des enseignants, des enseignantes est bien sûr crucial dans cette perspective-là. Donc maintenant, je laisse la parole à Myriam. Elle va nous entretenir de 30 à 35 minutes et par la suite, on aura une période de questions. Je vous demande de poser des questions en utilisant la fonction Q&R, c'est-à-dire questions-réponses et non pas la fonction discuter. Donc, c'est moi qui vais choisir les questions à partir de la fonction QR. Myriam, la parole est à toi. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à tous et à toutes d'être présents et présentes aujourd'hui pour assister à ce webinaire. Comme M. Tardif vient de l'indiquer, je vais aborder les notions d'émergence de l'écrit, mais dans un contexte bien précis de la maternelle 4 ans. Avant le tout, je veux quand même préciser, me présenter, Myriam Villeneuve-Lapointe. Je suis professeure à l'Université de Sherbrooke au département d'enseignement préscolaire et primaire. La thématique de ma présentation aujourd'hui est les pratiques enseignantes indirectes et directes soutenant le développement de l'émergence de l'écrit en maternelle 4 ans. Je vais avoir un plan de présentation très standard, donc il va être question de la problématique, des objectifs de recherche. Ensuite, on va aborder la méthodologie, des résultats et une discussion pour terminer. Avant d'aller plus loin, je trouve c'est important de présenter l'équipe de recherche qui m'accompagne dans ce projet. C'est une recherche-action, donc cette recherche ne serait pas possible sans ces différentes personnes. Donc, je collabore avec Annie Charon, qui est professeure à l'UQAM, Caroline Bouchard, professeure à l'Université Laval, et le projet qui a démarré en 2019 et qui se poursuit toujours d'ailleurs, se réalise en collaboration avec 4 conseillères pédagogiques du Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois. Elles sont toutes les 4, Annie Durocher, Stéphanie Desgranges, Marie Lamotte-Sanson et Marie-France Abel, conseillères pédagogiques à l'éducation préscolaire. Avant d'aller plus loin, je trouve c'est important de situer le contexte de la maternelle 4 ans au Québec. C'est un contexte qui a changé dans les dernières années. Donc, je trouve c'est important de mettre la table avant de vraiment présenter les résultats de recherche. La maternelle 4 ans existe depuis quand même plusieurs années, 1960, qu'on parle des maternelles 4 ans à temps partiel. Donc, les enfants pouvaient aller à l'école des demi-journées, des fois une seule demi-journée par semaine dans le contexte de la maternelle 4 ans. Par contre, l'offre de services éducatifs a évolué et en 2013, le ministère de l'Éducation du Québec a fait une proposition d'un projet pilote pour avoir des maternelles 4 ans à temps plein, donc qui est similaire au nombre d'heures qu'en maternelle 5 ans, mais en milieu défavorisé au Québec. Donc, le projet pilote a été un succès et le nombre de classes de maternelle 4 ans augmente depuis ce nombre d'années, depuis 2013, pardon. Puis, en 2020-2021, les classes de maternelle 4 ans ont été ouvertes pour l'ensemble des territoires. Donc, ce n'est plus seulement des classes qui sont présentes dans les écoles situées en milieu favorisé, mais bien dans l'ensemble des écoles québécoises qu'on peut offrir des classes de maternelle 4 ans et encore le nombre augmente. L'augmentation de cette offre de services éducatifs a aussi amené le ministère de l'Éducation à publier un nouveau programme SIC à l'éducation préscolaire qui vise le développement global des enfants de 4 et 5 ans. Il a été publié en 2021. Donc, en ayant en tête ce contexte-là bien précis, où de plus en plus d'enfants de 4 ans se retrouvent dans des classes et où il y a de plus en plus d'enseignants qui viennent intervenir auprès de ces enfants,
ça nous a amené à proposer une recherche-action que je vais vous présenter un peu dans la suite de la présentation. Tout d'abord, on sait que les pratiques enseignantes diffèrent beaucoup entre la maternelle 4 et 5 ans. Le fait que les enfants aient 1 an de moins en maternelle 4 ans amène vraiment des besoins qui sont différents, des capacités aussi qui diffèrent. Donc, c'est important à cause de ça de vraiment s'attarder à voir qu'est-ce qui peut fonctionner aux 4 ans et qu'est-ce qui est davantage associé aux 5 ans. On sait aussi que dans des études tant québécoises qu'internationales, que la qualité des pratiques enseignantes en émergence de l'écrit dans les classes de maternelle 4 ans sont souvent faibles. Les enseignantes vont manquer plusieurs opportunités pour impliquer les enfants dans des situations authentiques d'émergence de l'écrit pour soutenir leur développement de l'émergence de l'écrit. Ces différents éléments nous ont amenés à collaborer avec le Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois, qui avait à cœur de soutenir ces enseignants, ces enseignantes de maternelle 4 ans dans l'instauration de pratiques de qualité en émergence de l'écrit. Mais ils avaient aussi un deuxième besoin qui traitait que plusieurs enfants qui sont issus de ce centre de services scolaires-là n'ont pas le français comme langue maternelle. Il y en a seulement 35,71% qui ont le français comme langue maternelle et qui arrivent à l'école en connaissant la langue. Donc, lorsqu'on veut soutenir l'émergence à l'écrit pour près d'enfants qui ne connaissent pas la langue, c'était un défi supplémentaire pour les enseignants. La littérature montre aussi qu'il y a très peu de documentation sur les pratiques enseignantes mises en œuvre en milieu défavorisé plurilingue en maternelle 4 ans. C'est ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler et l'objectif de la présentation est de présenter les pratiques enseignantes indirectes et directes qui vont soutenir le développement de l'émergence de l'écrit mises en œuvre par des enseignantes en maternelle 4 ans participant à une recherche-action. Pour le cadre théorique, pour moi, c'est important de revenir au modèle que nous avons utilisé pour l'émergence de l'écrit. Vu le contexte particulier où on se situe, c'est important pour nous de tenir compte de la culture, de la communauté de l'enfant. Lorsqu'on parle de l'émergence de l'écrit, c'est ce qui nous a amené à utiliser le modèle de Rode. On tient compte vraiment de tous ces facteurs pour ensuite parler des différentes dimensions de l'écrit, soit le langage oral, c'est-à-dire le vocabulaire, les connaissances antérieures, la communication, etc., qui est nécessaire pour ensuite travailler sur la langue écrite. Donc, on doit avoir des connaissances aussi à l'oral. La conscience phonologique, donc la capacité à jouer avec les différents sons de la langue, les rimes, les phonèmes, mais aussi tout ce qui a trait à la conscience de l'écrit, donc les connaissances de l'alphabet, mais ça va au-delà de ça. Donc, comment est-ce qu'on tient un livre, l'orientation de l'écriture en français, être capable de distinguer le texte de l'illustration, ce qui est un très grand défi d'ailleurs aux 4 ans au départ. Puis, ces 3 dimensions-là se rejoignent et pour amener la 4e dimension, qui est l'écriture, qui se retrouve au centre des 3 autres dimensions, puisque pour écrire, on a besoin d'avoir des connaissances dans toutes les autres dimensions de l'émergence de l'écrit. Dans mon titre, on parlait de pratiques enseignantes indirectes et directes. Donc, pour nous, ce sont vraiment 2 types de pratiques selon les recherches également. Les indirectes, c'est toute l'organisation de la classe. C'est ce que l'enseignant met à la disposition des enfants pour qu'ils puissent jouer, mais apprendre aussi en jouant, qu'ils puissent réaliser différentes activités. Donc, tout le matériel mis à la disposition des enfants, mais aussi comment est-ce qu'il est disposé dans la classe? Est-ce que les enfants peuvent y accéder de manière autonome dans les différents jeux, etc. Les pratiques directes, par celles-ci, traitent davantage des activités soit proposées par l'enseignante, donc qu'est-ce que l'enseignante met en œuvre en classe, des activités qu'elle va proposer aux enfants, mais aussi toutes les interactions qui vont avoir lieu pendant les jeux ou les activités qui vont être initiées par les enfants. Donc, si les enfants font un jeu et que l'enseignante vient intervenir à l'intérieur, c'est quand même une pratique qui va être directe. Notre méthodologie pour la recherche, comme je vous disais, c'est une recherche-action qui s'est déroulée depuis 2019, qui est en cours depuis 2019. Elle a été arrêtée l'an dernier à cause de la COVID, mais elle se poursuit cette année. Les données que je vous présente aujourd'hui ont été collectées dans l'année 2019-2020. Donc, elles proviennent de 7 enseignantes du Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois. Elles avaient entre 4 et 14 ans d'expérience, les enseignantes en enseignement, et elles avaient entre 3 et 7 ans d'expérience en enseignement au préscolaire. Ce n'était pas nécessairement du préscolaire
4 ans. Il y en avait certaines que c'est leur première année aux 4 ans, mais elles avaient déjà enseigné au préscolaire. Leur formation, elles avaient 5 d'entre elles avaient un baccalauréat en éducation préscolaire et primaire, une un baccalauréat en adaptation scolaire et une un certificat en enseignement. Dans les classes de maternelle 4 ans au Québec, il y a la présence d'un autre adulte en classe qui est une mesure d'aide qui va varier selon les écoles. Donc, dans le cas des classes qui étaient présentes ici, c'était soit une éducatrice du service de garde ou une TES, une technicienne en éducation spécialisée qui était présente dans les classes. Et le nombre d'heures de présence en classe varie beaucoup d'une école à l'autre, comme vous pouvez le remarquer. Ça variait entre 5 heures par semaine à 25 heures par semaine présentes en classe. Donc, les interventions, les interactions avec les enfants varient beaucoup aussi selon le nombre d'adultes qui sont présents en classe. Pour collecter les données, il y a eu un entretien individuel semi-dirigé qui a été réalisé dans le cadre du projet de recherche. Et nous avons réalisé des observations à l'aide de l'outil Early Language and Literacy Classroom Observation, le ELCO. Donc, dans cet outil d'observation, il y a une liste de contrôles où on va vraiment davantage aller recueillir les pratiques indirectes puisqu'on vient observer l'environnement de la classe pour mesurer sa qualité selon différents critères et une grille d'observation où on doit observer une partie de journée avec l'enseignante et les enfants. Puis là, c'est lors des interactions, etc. Donc, on peut vraiment les plus documenter les pratiques qui sont directes. Pour analyser les données, donc les données quantitatives ont été analysées principalement à l'aide d'analyses descriptives avec des moyennes, des écarts types. Puis les données qualitatives issues des entrevues, elles ont été analysées à l'aide de l'analyse de contenu conventionnel. Nous avons utilisé le logiciel NVivo pour le faire. Donc, quelques résultats de recherche, de la recherche. Je prends une gorgée d'eau. Donc, les pratiques enseignantes indirectes qui ont été documentées, comme je vous disais, avec la liste de contrôle. Il y a 2 échelles à l'intérieur. Il y a l'échelle lecture, dans laquelle on va aller voir le coin lecture, le choix des livres qui sont présents dans ce coin et l'utilisation des livres dans toute la classe. Donc, est-ce qu'il y a une présence de livres ailleurs dans la classe? Et il y a une deuxième sous-échelle qui traite de l'écriture où on vient voir le matériel d'écriture présent, mais du matériel pour soutenir les enfants lors de l'écriture, puis aussi, est-ce qu'il y a des présences d'écrits dans l'environnement de la classe? Selon les enseignantes, on voit que pour la sous-échelle lecture, il y avait une étendue de score possible de 1 à 20. Donc, les scores entre les enseignantes varient entre 3 et 9, donc ce qui est relativement faible, surtout pour l'enseignante 4. Par contre, quand on analyse un peu plus en détail chacune des parties, on voit que le coin lecture, pour la plupart d'entre elles, elles ont un coin de lecture qui est attrayant. Elles ont entre 1 et 3 points associés à ceux-là. Le choix des livres aussi est quand même assez bien. Il y a une qualité qui est assez présente en ce qui a trait au choix des livres, donc entre 4 et 7, sauf pour l'enseignante E4, encore une fois. Mais l'utilisation des livres dans les différentes aires de la classe, c'est très peu présent. Il y a seulement l'enseignante E3 qui avait davantage de livres ailleurs que dans le coin lecture. Les autres enseignantes avaient vraiment davantage des livres seulement dans ce coin lecture-là. En ce qui a trait à la sous-échelle écriture, on voit que l'étendue de score possible est de 0 à 21 et que la moyenne se situe vraiment, est plus basse que la moyenne en lecture, donc de 4,9. Les étendues de score des enseignantes, c'est entre 1 et 9, donc on voit qu'on a quand même une grande variété. En ce qui a trait au matériel d'écriture, nous avons des enseignantes qui ont 0, d'autres qui peuvent avoir 1, par exemple. Mais l'enseignante E3, elle, se rend à 7. Puis l'écrit dans l'environnement, on voit que c'est quand même assez faible pour toutes les enseignantes. Il y a seulement l'enseignante E3 qui a le même résultat aux 2 échelles lecture-écriture. Toutes nos autres enseignantes ont un score qui est plus faible à la sous-échelle écriture qu'à la sous-échelle lecture. Je vous présente certaines
pratiques indirectes qui ont fait que c'était de qualité dans ces classes. Donc, on voit un poste d'écoute pour la première illustration à la gauche. Donc, un poste d'écoute où il y a la lecture de livres audio qui est fait, que les enfants peuvent accéder à différents moments de la journée. Le coin lecture dont je vous parlais plus tôt, donc on voit un coin de lecture qui est attrayant dans lequel il y a du matériel pour les enfants pour s'asseoir et il y a une disponibilité de livres pour les deux autres illustrations. Donc, on voit qu'il y avait une certaine variété dans les livres offerts. Ce n'étaient pas tous les mêmes. Pour la sous-échelle écriture, la présence de matériel d'écriture, ça peut avoir différents aspects. Donc, on voit par exemple l'alphabet qui est présent dans la classe d'une des enseignantes et qui est à la hauteur des enfants. Donc, ils peuvent vraiment s'y référer lorsqu'ils ont envie d'écrire quelque chose. Ils peuvent vraiment aller le manipuler lorsqu'ils se retrouvent en haut, par exemple, d'un tableau ou d'un TNI. Pour des enfants de 4 ans, c'est très haut. Puis l'échelle ne permet pas non plus de calculer que c'est de qualité parce que ça ne peut pas nécessairement être utilisé par les enfants. Dans le matériel de manipulation, aussi le fait d'utiliser des lettres dans des bacs sensoriels, par exemple, c'est une pratique qui est considérée de qualité. D'avoir aussi des mots étiquettes, des papiers, des crayons, on le voit dans les deux autres illustrations. Donc, les enfants peuvent utiliser fréquemment lors des situations d'écriture, que ce soit des situations d'écriture, mais des activités où les enfants ont envie d'écrire ou qui sont amenés à écrire. On voit dans une des illustrations des prénoms, tandis que dans l'autre, ce sont davantage des mots associés au thème de Noël. Donc, l'observation avait eu lieu au mois de décembre. En ce qui a trait aux pratiques enseignantes directes, on voit qu'il y a deux parties à cet outil, à l'outil ELCO. Donc, dans la grille d'observation, la première portion traite de l'environnement général de la classe. Donc, l'organisation de la classe, le programme d'études, ce sont deux catégories qui sont davantage génériques et qui ne traitent pas nécessairement de l'émergence de l'écrit. Donc, on voit que les enseignantes ont toutefois quand même un étendue de score, l'étendue de score possible pour cette échelle, c'est toujours de 1 à 5, 1 étant considéré comme déficient pour la qualité et 5 étant exceptionnel. Le niveau 3 représente une qualité de base standard qu'on devrait s'attendre dans les classes. Donc, on voit que pour les deux premiers critères plus génériques, les enseignantes se retrouvent dans une qualité adéquate pour la plupart, pour l'ensemble d'entre elles. Pour l'autre section, langage et habileté de lecture et d'écriture, il y a 3 sections, donc environnement oral, livres et les moments de lecture d'histoire et écrit et matériel d'émergence de l'écrit. Pour le premier, on va les voir en ordre, ça vous convient. Pour l'environnement oral, donc on a une moyenne à 3,4 et pour pratiquement toutes les enseignantes, sauf l'enseignante E2, nous avons une qualité qui est au moins de base ou qui va au-delà en ce qui a trait à l'environnement oral au sein de la classe. Pour livres et les moments de lecture d'histoire, c'est la même chose. Donc, on se retrouve avec une qualité qui est pour la plupart des enseignantes, sauf l'enseignante E2, encore une fois, qui est au moins une qualité qu'on dit qui est adéquate ou qui va au-delà. Si on pense par exemple à l'enseignante E6 qui a 4 dans ce critère. Puis le suivant, l'écrit et matériel d'émergence de l'écrit. On voit que la qualité est moins présente. Donc, l'écriture, tant dans les pratiques indirectes que les pratiques directes, on voit que c'est l'élément qui est plus difficile pour les enseignantes de proposer des pratiques de qualité. Pour la majorité des enseignantes, cette fois-ci, on se retrouve en deçà de pratiques de qualité. Donc, les scores oscillent entre 1,3 et 3,7. Donc, on voit vraiment que la qualité est moins présente en ce qui a trait à l'écrit. Je présente quelques pratiques quand même de qualité qui soutiennent l'écriture. Dans la première illustration, on voit une causerie qui est réalisée dans l'une des classes. Donc, une causerie où les enfants sont invités à discuter entre eux, mais en sous-groupe afin que chaque enfant ait vraiment le temps de discuter, de parler entre eux. Dans la deuxième illustration, on voit le travail de la conscience phonologique où les enfants sont amenés à travailler des rimes, à travailler des phonèmes lors d'une activité de chanson et comptine. Puis, dans la dernière illustration,
pas illustration, photo, pardon, on voit une enseignante qui travaille le vocabulaire spatial avec les enfants en les faisant bouger afin de développer du vocabulaire lié à l'organisation spatiale. Pour la section livres et les moments de lecture d'histoire, donc c'était quand même un critère qui était très bien réussi, comme on disait, comme pour le langage oral. On voit dans la première photo des enfants qui utilisent le coin lecture de façon autonome dans la classe avec l'enseignante qui est présente et qui lit, discute avec les enfants des livres qu'ils choisissent. On a un moment de lecture plus formel avec la photo du centre où l'enseignante fait la lecture d'un livre aux enfants et d'une discussion qui est associée où les enfants sont amenés à réagir à la lecture, où elle leur pose des questions, etc. Puis, la dernière illustration, c'était dans une autre classe où l'enseignante demandait aux enfants aussi de jouer le livre. Donc, une fois qu'elle l'avait lu, elle le relisait avec eux et demandait aux enfants de faire les mêmes mouvements, de prendre la place des personnages de l'histoire afin qu'ils comprennent bien l'histoire en profondeur. En ce qui a trait à la dimension écrit et matériel d'émergence de l'écrit, on voit deux enfants dans une classe qui utilisent justement le matériel d'écriture que je vous ai présenté plus tôt, où on voyait les mots associés à Noël. Donc, les enfants tentaient d'écrire lors de la période de jeu certains mots. Ils avaient bien du plaisir, ils étaient bien heureux de pouvoir écrire comme les grands dans leur cas. Puis, on voit dans une autre classe l'enseignante qui lit un message du jour qu'elle présente aux enfants. Donc, pour elle, c'est un moment d'utiliser l'écrit, de voir les différentes fonctions de l'écriture, de mettre l'accent sur l'écrit qui est présent dans sa classe à différents moments. Donc, ici, nous avions cet exemple. Quand les enseignantes sont questionnées pour savoir quelle action elles peuvent mettre en place pour soutenir les enfants qui ne parlent pas le français, il y a les enseignantes nomment différents éléments. 5 d'entre elles ont nommé essayer, tenter d'utiliser la langue maternelle des enfants. Donc, pour elles, ça pouvait être un défi de le faire, mais elles tentaient de communiquer, surtout en début d'année, avec les enfants dans leur langue maternelle afin qu'ils puissent au moins se comprendre, créer un sentiment d'attachement à l'école, mais aussi d'attachement vers l'enseignante pour que l'enfant se sente en sécurité dans ce milieu-là où il ne parle pas nécessairement la même langue. 3 d'entre elles précisent utiliser des gestes pour se faire comprendre, donc utiliser différents gestes pour pouvoir communiquer avec les enfants. Une enseignante nommait utiliser le modelage beaucoup lorsqu'elle voulait travailler l'émergence de l'écrit pour que les enfants puissent bien comprendre. Puis une enseignante nommait de façon claire qu'elle modifiait ses attentes. Elle n'avait pas les mêmes attentes pour ses enfants que pour les autres enfants de leur classe. Les enseignantes, je pensais avoir mis 2 citations, mais il y en a une ici. C'est donc, pour moi, c'est sûr que j'ai une facilité, je comprends l'anglais. Pour moi, c'est facile, mais si on me parle arabe ou russe, comme j'en ai cette année, je ne peux pas répondre à ce besoin-là. Donc, on voit que pour cette enseignante, le fait que les enfants ne parlent pas le français, c'est quand même un défi, puis ça ne se fait pas nécessairement aisément intervenir auprès d'eux. Une autre enseignante que je pensais avoir mis, mais que le texte n'est pas là, disait, entre autres, que pour elle, c'était important de communiquer avec le parent et d'apprendre certains mots de la langue de l'enfant. Donc, même si elle ne parlait pas, par exemple, le benjali dans son exemple, elle essayait de demander au moins le mot toilette, manger, pour pouvoir communiquer minimalement avec l'enfant lors des différentes situations. On voit dans nos résultats que le langage oral, la conscience phonologique et la conscience de l'écrit du modèle de Rhodes sont principalement soutenus par les pratiques des enseignantes, tant les pratiques directes qu'indirectes, que ce sont ces éléments-là qui sont davantage de qualité. Par contre, que la qualité qui est associée à la dimension écriture du modèle est plus difficilement accessible, que les enseignantes ont plus de difficultés à associer cet élément-là. Nos résultats concordent avec ceux de Kunigan et ceux de Wayne et ses collaborateurs qui ont eu lieu ailleurs dans le monde, où elles
où ces chercheurs ont fait des recherches-actions aussi, où ils ont questionné les enseignantes, ont fait des observations. Puis leurs résultats étaient similaires au départ. Puis plus le projet avance, plus la qualité est présente, bien sûr, dans leur projet. Puis ça changeait la donne par la suite. Il y a aussi dans nos résultats une reconnaissance de la légitimité, voyons, je ne suis pas capable de le dire, je suis désolée, la légitimité de la langue maternelle de l'enfant. Selon différents chercheurs, on peut penser à Hermès et collaborateurs, Cummins, Amers, que c'est important, ce qui est souhaitable de reconnaître la langue maternelle de l'enfant lors de nos interventions, puis c'est ce qui était présent dans nos résultats. Pour conclure notre présentation aujourd'hui, ça nous a permis d'avoir une connaissance des pratiques habituelles des enseignantes, donc d'avoir un portrait un peu de qu'est-ce qu'elles font habituellement en classe avec les enfants afin de développer un dispositif de formation et d'accompagnement qui est utilisé dans le cadre de la recherche-action pour pouvoir les soutenir dans leurs propres besoins, finalement. Ça nous a aussi permis de déterminer que les pratiques enseignantes indirectes et directes semblent davantage favoriser le développement du langage oral, la conscience de l'écrit et de la conscience phonologique par les enseignantes, et que c'était un défi pour les enseignantes participantes vraiment de mettre en œuvre des actions pour soutenir les enfants qui ne parlent pas français. Souvent, elles n'avaient pas nécessairement tendance à intervenir autant équitablement auprès de ces enfants-là. Puis, elles pouvaient laisser passer plusieurs occasions d'intervenir auprès d'eux. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je suis disponible pour répondre à vos questions. Bien, merci beaucoup, Myriam. On va passer à la période des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a 110 personnes de présentes là. Donc, je vous invite à interroger ma jeune collègue. Il y a une question. Il y a quelqu'un qui nous dit bonjour. On va commencer. Bon, on va laisser les gens se préparer à poser des questions là. Moi, j'ai une question d'abord, Myriam. Bien Au sûr. début de ta présentation, tu dis que il y a des recherches québécoises et internationales qui mettent en évidence la faible qualité des pratiques enseignantes. À quoi est attribuable cette faible qualité-là? Est-ce que c'est un problème lié à la formation? Parce qu'il y a quand même des enseignantes qui ont plusieurs années d'expérience, là. C'est-tu la formation initiale, l'absence de formation continue? C'est-tu les conditions de travail? La diversité des enfants avec lesquels les enseignants doivent travailler et composer? La diversité des langues, à quoi attribue-t-on ce problème-là? Il y a différents facteurs qui sont documentés, qui peuvent expliquer cette difficulté-là, cette cette faible qualité des pratiques enseignantes en émergence de l'écrit. Il y a une partie qui traite, oui, de la formation initiale. Quand on est dans les recherches québécoises, souvent on met en lumière que c'est quand même un contexte qui est assez récent, qu'il y a peu de temps qui est consacré à l'éducation préscolaire dans les formations initiales, entre autres, et encore plus aux 4 ans, vu que c'est un contexte assez récent, donc on centrait davantage sur le 5 ans. Il y a aussi quand on regarde à l'international, où par exemple les maternelles 4 ans sont présentes depuis plus longtemps, il y a des facteurs qu'on dit oui par rapport à la langue première, seconde, etc., mais des éléments aussi qui reviennent beaucoup, c'est la place du préscolaire par rapport au primaire. Donc, les pressions indues des fois du primaire envers le préscolaire pour qu'ils apprennent certains éléments. Le préscolaire aussi qui a une pression des fois pour garder le jeu aussi qui n'est pas nécessairement toujours présent. Il y a aussi l'aspect que vous avez nommé clairement là, organisationnel de l'école, financière, matérielle, qui peut causer aussi cette difficulté-là pour la plus faible qualité des pratiques, mais certaines recherches montrent que c'est possible de transformer et d'avoir des pratiques de davantage de qualité. Merci. Aussi une question de Sandrine Dieudé. Pourquoi ne pas mettre en place des pictogrammes pour les enfants non francophones? Il serait possible d'utiliser des pictogrammes, tout à fait.
Je pense que les enseignantes en utilisent certaines en utilisent. Là, je pense à Marie-Claude qu'on voit en ce moment sur la photo, justement. Elle utilisait des pictogrammes dans certains cas pour des élèves qui étaient allophones, surtout là, associés aux routines. Mais elle avait un très grand souci, Marie-Claude, par exemple, que les enfants puissent s'exprimer, qu'ils commencent à utiliser la langue française, puis d'associer des fois les pictogrammes, c'était très utile dans des contextes de routine d'activité qui est fait souvent s'habiller, dans quel ordre est-ce qu'on s'habille, par exemple la tuque, est-ce qu'on la met à quel moment par rapport aux mitaines. C'était très, très utilisé dans sa classe, mais lorsqu'elle faisait des activités en émergence de l'écrit où il essayait de trouver des mots qui rimaient ou lorsqu'elle faisait une lecture d'histoire, elle n'était pas nécessairement portée à ce moment-là à utiliser des pictogrammes. Merci. Une autre question. Quelles sont les autres langues, à part l'anglais, le russe et l'arabe, qui sont parlées par les enfants dans les classes de maternelle 4 ans? Ben, dans les écoles où on est situé, c'est des écoles qui sont situées, entre autres, à Ville-Saint-Laurent, où il y a beaucoup, beaucoup d'immigrants. Donc, le nombre de langues varie énormément. Dans une des classes que nous avons, il y avait, sur les 17 enfants, il y avait 14 langues maternelles différentes. Donc, le benjali revient quand même assez souvent. Le tamoul, il y avait également l'espagnol, le portugais. Il y en a que ça peut être du cantonais. On a vraiment une très, très grande variété de langues. Donc, ce n'est pas seulement français, anglais, par exemple, ainsi que l'arabe. La variété était très, très grande dans les écoles. Oui, il faut savoir au Québec que dans certaines écoles, les jeunes, les enfants préscolaires, primaires, secondaires peuvent parler plus de 40 langues différentes dans la même école, là. Oui, donc c'est ça, on se retrouve des fois avec, au sein d'une même classe, que des fois, certains enfants communiquent entre eux dans une langue, dans leur langue maternelle. Donc, on a 2, 3 enfants qui parlent arabe, par exemple, au sein de la classe, et ils peuvent communiquer entre eux. Mais d'autres fois, ça peut être le seul enfant qui parle cette langue-là. Il n'a pas nécessairement de langue pour communiquer même avec les autres enfants. Donc, ils se retrouvent beaucoup dans les jeux, même dans des périodes de jeux autonomes, à jouer en parallèle avec les autres enfants, mais sans nécessairement entrer en relation parce qu'ils n'ont pas nécessairement un bagage qui leur permette de communiquer ensemble, ou ils jouent ensemble en faisant un bruit, mais il n'y a pas vraiment de communication non plus entre eux. Une question qui nous vient de France, de Tiffany Van Berg. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris les différences entre les pratiques enseignantes directes et indirectes. Et merci pour le commentaire, c'est très gentil. Les pratiques indirectes, c'est vraiment pas nécessairement l'enseignante qui intervient avec les enfants. Elle intervient de manière indirecte en donnant à la disposition des enfants. Elle met en place, elle organise sa classe et elle donne du matériel que les enfants vont pouvoir utiliser. Fait que, par exemple, quand on met à la disposition des enfants, toujours dans les photographies que j'ai montrées précédemment, on voyait une radio avec un livre ouvert. Donc, ces enfants, en période de jeu, veulent aller écouter un livre. Ils peuvent mettre les oreillettes et pouvoir aller lire le livre, écouter le livre de manière autonome. Dans les classes au Québec, nous avons beaucoup de coins de jeux symboliques où les enfants peuvent aller jouer. Fait que, par exemple, on a du matériel avec des poupées, du matériel pour qu'ils jouent, par exemple, à la maison. Et si on met dans ce coin-là des livres pour que les enfants puissent jouer à faire semblant de lire un livre à leur poupée, on donne du matériel de manière indirecte qu'ils peuvent utiliser, par exemple, lors de leur période de jeu. Une question Une question de Roxane Drainville. Avez-vous des pistes pour le développement de dispositifs de formation d'accompagnement? À quoi pourrait ressembler ce dispositif? Quels seront les objectifs qu'il visera? J'imagine que c'est le dispositif d'accompagnement des enseignantes, là. Oui, tout à fait. Ce dispositif, on a mis en place un dispositif actuellement, nous, avec les conseillères pédagogiques du préscolaire du Centre de services Marguerite Bourgeois. C'est un dispositif de formation et d'accompagnement dans lequel, oui, il y a des formations ponctuelles qui sont faites à différents moments de l'année et où on est amené à discuter avec les enseignants, mais pas juste à leur donner de la formation, de l'information, mais vraiment à amener une pratique réflexive, à les amener à réfléchir sur leur pratique, puis à voir comment ils peuvent le transformer, à se donner des objectifs aussi pour la poursuite. Tu sais, qu'est-ce qu'ils veulent faire d'ici la prochaine rencontre, qu'est-ce qu'ils veulent garder, qu'est-ce qu'ils veulent changer,
s'inspirer aussi les unes des autres. Je le disais au début de présentation, c'est les classes de maternelle 4 ans ne sont pas nécessairement instaurées dans beaucoup d'écoles. Ça se fait progressivement, mais souvent, les enseignantes se retrouvent seules dans leur école à enseigner à ce niveau. Donc, elles ont peu d'interaction avec d'autres enseignantes de maternelle 4 ans. Donc, le fait de pouvoir se rencontrer fréquemment, voir les bons coups des uns et des autres, mais voir leurs défis qui sont communs, puis réussir à trouver des pistes de solutions ensemble, je pense que c'est un élément qui est très gagnant dans ce que les enseignantes nous donnent actuellement comme retour. Puis, le fait que ça revienne, et dans ce dispositif-là de formation et d'accompagnement, nous, on croyait beaucoup à l'observation des pratiques des enseignantes, mais où il y a un retour réflexif aussi fait sur ces observations. Fait que oui, nos observations permettent une partie de collecte de données, mais sont aussi utilisées vraiment dans un but de développement professionnel où les enseignantes réfléchissent à ce qu'elles ont mis en place pendant cette observation-là et ça peut les faire progresser. C'est un dispositif qu'on a créé, l'équipe de recherche ensemble, donc les chercheurs universitaires, mais aussi en collaboration avec les conseillers pédagogiques et que lorsque nous, on va quitter le milieu, les conseillers pédagogiques vont pouvoir continuer à utiliser puis à s'approprier cette façon de faire-là, que les enseignantes voient un effet, mais que les conseillères pédagogiques voient également un effet chez nos participants, mais qui commence à aller même au-delà des participants. On peut penser à certaines classes qui sont présentes dans le projet de recherche où les enseignantes contaminent aussi leurs collègues puis qu'on voit que ça a un impact à plus long terme. Est-ce qu'il y a une différence dans l'émergence de l'écrit avec des langues où l'écriture n'est pas latine? C'est certain qu'il va y avoir une différence dans l'émergence de l'écrit. Puis au-delà de pas latine, j'irais même au-delà de ça. Donc, on parle ici en français, on a une langue qui est alphabétique, une langue aussi qui va se décomposer, toute la chaîne sonore va se décomposer en sons. Donc, tous les mots qu'on produit à l'oral, il est possible de décomposer les sons et d'associer chacun de ces sons-là à une ou plusieurs lettres en français. Si on se retrouve dans une langue qui n'est pas alphabétique, bien, c'est sûr que ce pas les mêmes principes qui vont être sous-jacents parce que ce n'est pas nécessairement chacun des sons de la langue qui va être représenté par écrit. Donc, si j'ai une langue qui est idéogrammique où on va avoir un symbole, par exemple, déjà, ça ne fonctionne plus. La langue française, c'est une langue qui est quand même assez opaque. On dit opaque parce qu'elle n'est pas transparente. Donc, ce n'est pas parce que j'entends un son que je sais nécessairement comment l'orthographier. Il y a certaines langues qui sont plus transparentes. On peut penser à l'espagnol, au finnois, où chacun des sons que je vais entendre va davantage se représenter par un son. En français, la lecture est un peu plus transparente, mais l'écriture n'est pas du tout transparente. Par exemple, j'essaie d'écrire le mot, n'importe quel mot là, pourrait fonctionner, mais j'en donnais un photo là, que j'ai utilisé beaucoup aujourd'hui, mais le son photo, comment est-ce que je peux l'écrire? Est-ce que ça va être PH ou ça va être F dans ce cas-ci? Comment le son O va s'écrire? En français aussi, il y a plusieurs lettres muettes. Donc, c'est un des défis en français. Le geste de transcrire en écriture, en lettres, c'est quand même un très grand défi en français puisque ce n'est pas du tout une langue transparente. Là, je m'éloigne vraiment de l'émergence de l'écrit. J'espère que ma réponse est quand même pertinente. C'est bien, c'est parfait. Écoute, est-ce que c'est une question qui nous vient de France, de Pascal, là? Est-ce que cette confrontation précoce au langage écrit limiterait les troubles d'apprentissage du langage écrit plus tard? C'est ça, plus qu'on l'utilise fréquemment, plus ça peut aider. Je ne pense pas que personne va dire le contraire. Je viens de dire que la langue française, par contre, c'est une langue très opaque. Ce n'est pas nécessairement juste parce que j'ai été en contact avec l'écriture dès mon plus jeune âge que je n'aurai pas de difficultés par la suite. Je ne voudrais pas qu'on fasse cette association-là. Par contre, plus qu'on va être exposé à la langue, plus ça va être facile, c'est certain, d'apprendre, développer des connaissances. Il y a des études qui montrent, là, j'ai moins mis l'accent aujourd'hui sur cette partie-là dans la présentation, sur le milieu défavorisé, parce qu'il y a des études qui montrent que les enfants qui vivent en milieu défavorisé arrivent, par exemple, en maternelle 5 ans, avec un bagage qui était beaucoup moins grand au niveau tant de la langue orale qu'écrite, puis que ce retard-là se garde dans les années suivantes. C'est en partie une des raisons pourquoi au départ, la maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé était présente pour essayer de diminuer ce fossé-là qui existe entre les enfants de milieux plus défavorisés et milieux plus favorisés.
c'est sûr que ce n'est pas inévitable. Ce n'est pas parce qu'on est en milieu défavorisé que c'est nécessairement vrai, mais il y a quand même une différence. Les enfants vont être beaucoup moins en contact avec des livres, ne sauront pas nécessairement le sens d'écriture, n'auront pas nécessairement de connaissances sur la langue, les sons de la langue, ils auront eu moins de comptines, moins de chants, moins de jouer avec des mots, réaliser que des mots riment ensemble, qui sont toutes des connaissances qui sont requises pour ensuite être capable d'écrire et de lire. Donc, c'est comme des connaissances préalables à la lecture et écriture de façon plus formelle. OK. Il y a deux questions qui portent sur ELCO, là. Oui. Je vais vous les formuler ensemble, là. Quel item d'ELCO vous auriez envie de sélectionner pour faire des observations plus fines? Deuxième question, suggériez-vous l'utilisation de ELCO pour aider à identifier les besoins dans les classes maternelles de 4 ans? Je vais répondre à la deuxième question en premier, si ça vous convient. Donc, moi, je pense que oui, ça serait un bel outil d'utiliser. Il serait possible de l'utiliser aussi par des professionnels du milieu. Je pense que ça serait possible avec une formation qui est offerte de pouvoir l'utiliser pour cibler dans, par exemple, un centre de service scolaire, quelles sont les forces, les défis, quelle formation je devrais offrir à mon personnel enseignant afin de favoriser ce développement professionnel-là. Lequel que je voudrais approfondir? Là, je vous dirais écrit, l'onglet écrit, mais c'est sûr que c'est teinté par mes intérêts de recherche, mais aussi par les résultats. Le fait que c'est celui qui est toujours le plus faible dans plusieurs recherches, c'est lui qui sort vraiment le plus faible, tant en 4 ans qu'en 5 ans. Fait que j'aimerais ça pouvoir davantage creuser cet élément-là pour offrir des pistes par la suite. Je pense que c'est un besoin criant dans le milieu, mais on pourrait dire aussi, par exemple, environnement oral, langagier, oral, ça serait super intéressant selon nos intérêts. Là, je pense que c'est vraiment possible de s'intéresser à chacune des dimensions du modèle. Une question de Patricia Schilling. Merci pour cette présentation très intéressante. Pourriez-vous donner quelques exemples de pratiques directes ciblées sur l'émergence de l'écrit, les plus ou moins fréquentes? Les plus fréquentes ou les moins fréquentes? Parfait, tout à fait. Dans les pratiques directes, la lecture d'un livre, les enseignantes au Québec, c'est vraiment associé dans leur routine, je dirais, de toutes les classes, d'avoir la lecture d'un livre. Donc, c'est une pratique directe que les enseignantes mettent en œuvre, où souvent elles vont pointer avec leurs doigts le sens de lecture pour que les élèves le développent. Ils vont aussi aborder des concepts liés à l'écrit lors de leur lecture, que ce soit quel est l'auteur, où est le titre, ces différents éléments-là qui sont liés vraiment au livre, mais aussi elles vont poser des questions de compréhension, elles vont poser des questions aussi pour distinguer le texte de l'image. Ah, pourquoi ici on a un petit crochet au départ? Ah, c'est quelqu'un qui parle. Donc, elles vont beaucoup utiliser le livre en classe pour différents éléments, que ce soit des fois juste pour le plaisir, faire découvrir le plaisir de la lecture, mais aussi pour d'autres éléments associés à l'émergence de l'écrit. Je dirais que c'est une pratique qui est très, très présente. La causerie aussi, c'est une pratique directe qui est très présente dans les classes québécoises où on va amener les enfants à discuter. Ce que j'ai aimé de la photo que je vous ai mise, ce n'est pas une causerie traditionnelle où on voyait tous les enfants assis en cercle tous ensemble et on prend un tour de parole chacun de notre tour et où certains enfants, veulent pas, sont moins attentifs à un certain moment donné. Et le sujet même que l'enseignante apportait en sous-groupe était qu'est-ce qui fait que je suis un bon ami dans la cour de récréation? C'est un sujet que même elle pouvait aller chercher puis faire discuter plus en profondeur. Des fois, qu'est-ce que tu as fait hier? Puis on sait que les enfants de 4 ans, juste la notion de la fin de semaine, des fois, je suis allée en voyage. Non, ça, c'était l'été passé. Ça peut être plus difficile pour eux de se remémorer. Donc, je pense quand même que la causerie est une pratique très répandue dans les classes qui est adaptée de différentes façons. Le message du jour aussi que je vous ai montré par rapport à l'écriture. Donc, on le voit beaucoup en 5 ans, on le voit parfois en 4 ans, donc, mais c'est possible de le faire de différentes façons. Ce sont des pratiques quand même très, très présentes en contexte québécois. Puis les pratiques peut-être moins, des pratiques de qualité qui seraient un peu moins fréquentes. On pourrait penser à des enseignantes, par exemple, qui faisaient, avec des wikisticks, faisaient tracer aux enfants leur prénom, par exemple, avec des wikisticks pour changer juste du papier-crayon, qui allaient chercher différents matériels pour pouvoir soutenir l'émergence de l'écrit, mais sans être nécessairement
dans une activité très, très structurée. De plus en plus, les enseignantes qui participent au projet de recherche mettent du matériel à la disposition des enfants, par exemple, un coin de jeu symbolique où les enfants sont amenés à écrire, c'est une clinique médicale, donc il y a des poupées, puis il y a différents objets liés à la clinique médicale pour qu'ils puissent jouer à l'intérieur au docteur, par exemple. Bien là, les enfants, dans certaines classes, veulent absolument avoir les papiers. Puis là, une des observations que j'ai faites dernièrement, les enseignants, les élèves se chicanaient pour avoir les crayons. Il y en avait juste 2. Puis là, l'enseignante disait, on est rendu avec un beau problème. Il nous manque de crayons pour écrire en ce moment dans la classe, dans ce coin-là. Donc, on voyait que l'intérêt des enfants envers l'écrit était très présent. Puis là, elle essayait de trouver avec eux des solutions. Fait que je pense que ce sont des différentes pratiques qui peuvent être mises en œuvre. C'est une question de Maud Roy-Vallière. Est-ce que la littérature jeunesse est typiquement utilisée dans les classes pour des activités d'émergence de l'écrit? Je me suis fait dire que non, que plusieurs enseignants ne lisaient pas nécessairement des livres à chaque jour et que les activités en lien avec le livre se résument à des questions de compréhension. C'est sûr que moi, ce n'est pas une recherche qui me permet d'avoir un portrait global de ce qui se passe au Québec. Je veux quand même le repréciser. Les enseignantes qui participent à mon projet de recherche ont tendance à beaucoup utiliser les livres dans leur pratique quotidienne. En cette année, je dirais que j'ai une enseignante qui l'utilise davantage comme outil pour calmer son groupe plus que comme outil pour développer des connaissances, mais pour elle, c'est important de faire lire. Après ça, le plaisir de lire, c'est également intéressant de s'attarder à ça, de lire pour le plaisir. Il y en a qui ne posent pas nécessairement juste des questions de compréhension. Dans ce que j'ai observé, certaines enseignantes posent des questions soit d'appréciation ou aussi de faire des liens avec la vie de l'enfant. Donc, il n'est pas nécessairement juste des questions de compréhension, mais je pense qu'il y a différents éléments qui peuvent être mis de l'avant. Bon, une autre question de Paul Chaquette. J'ai l'impression que les fonctions de l'écrit sont sous-estimées comme contenu à aborder avec les enfants ou à intégrer dans les pratiques enseignantes. Qu'en pensez-vous? Dans ce que j'ai pu observer, les fonctions de l'écrit sont quand même peu abordées. Les enseignantes ne vont pas nécessairement les préciser à quoi elles servent, à quoi sert l'écrit. Ils ne vont pas préciser les différentes fonctions de l'écrit. Puis, j'aurais tendance à dire aussi que les enseignantes ont... Je veux juste m'exprimer clairement, là, je suis désolée, je réfléchis à comment je vais le dire. Les enseignantes priorisent certaines fonctions de l'écrit ou se centrent seulement sur certaines fonctions de l'écrit. Donc, l'écrit, par exemple, dans le message du jour, c'est toujours pour informer mes élèves de ce qui s'en vient dans le reste de la journée. Je vais faire valoir juste cette fonction-là et la fonction de plaisir, par exemple, dans une classe. On ne va pas voir l'entièreté nécessairement chez une même enseignante de toutes les fonctions que peut avoir l'écrit, alors que ce serait une belle porte d'entrée, bien sûr, pour pouvoir aborder l'écriture avec eux, tant lecture-écriture, à savoir à quoi ça sert. Bon, il y avait une couple de questions sur la psychologie de l'enfant. Je vais vous en poser une. Là. Est-ce que la psychologie de l'enfant est respectée dans votre recherche? Par exemple, l'adaptation au niveau du développement de l'enfant. Donc, il y avait une autre question plus loin, là, laissez-moi une seconde. Là. Non, c'est bon, allez-y avec celle-là. Là. On priorise beaucoup l'approche de développement global dans le cadre de notre recherche. Donc, on est vraiment dans une approche de développement global où on devrait partir des besoins des enfants pour intervenir auprès d'eux. On n'a pas nécessairement développé un outil précis que tous les enfants doivent faire en même temps au sein de la classe. Le dispositif de formation et d'accompagnement développé permet de voir les différentes dimensions de l'émergence de l'écrit, mais selon où sont rendus les enfants, surtout avec l'arrivée du nouveau programme SIC au préscolaire, on voit que les enfants ont 2 années pour développer ces différentes compétences pour se développer globalement. Puis, c'est certain que l'objectif n'est pas que tous les enfants connaissent 8 lettres à la fin de tel mois, par exemple. Ce n'est pas du tout l'approche qui est préconisée dans le cadre de notre projet. Fait que j'ai l'impression que pour nous, c'est essentiel de tenir compte des besoins des enfants qui sont présents dans les classes, puis de partir d'où ils sont pour les faire progresser. Donc, chaque enfant arrive avec son petit bagage
son petit sac à dos lorsqu'il est au préscolaire. Puis, c'est une analogie qu'on avait faite avec les enseignantes. Puis l'important, c'est de prendre où ils sont puis de les faire progresser tout au long de l'année. Donc, j'aurais tendance à vraiment dire oui pour ça. OK, une question d'Anne-Marie de l'île du Prince-Édouard. Quelles seraient les attentes en écriture pour les enfants de 4 ans? Est-ce qu'on en serait à de l'étiquetage? Euh, mais même selon le programme actuel, on ne demanderait pas aux enfants d'étiqueter en maternelle 4 ans. L'objectif n'est pas être capable d'écrire nécessairement. On demande à la fin du cycle de 4 et 5 ans de connaître certaines lettres. C'est sûr que les différentes activités qui vont être vécues au sein de la classe vont les amener certains enfants à, oui, être capables d'étiqueter, mais ce ne serait pas nécessairement obligatoire. Dans les observations qu'on a faites, le prénom est quelque chose que les enfants apprennent très, très rapidement en maternelle 4 ans à écrire leur prénom. Il y a une partie qui est, je pense, dans l'organisationnel de la classe, donc le fait de l'importance d'être capable d'étiqueter justement qu'est-ce qui appartient à qui, de reconnaître son prénom. Donc, quand je trouve un gant par terre qui est écrit Amélie dessus, d'être capable de savoir à qui il appartient, mais aussi si je fais un dessin, je fais quelque chose, d'être capable d'écrire leur nom. Ça arrive très rapidement. Par contre, au préscolaire, on n'a pas l'attente que ce soit écrit sans faute un mot. Ce n'est pas du tout une attente du préscolaire actuellement au Québec. Pour permettre, c'est une question de Marina Rispoli. Pour permettre l'émergence de l'écrit en maternelle, les enseignantes avaient-elles mis en place des ateliers d'écriture libre? Dans aucune des enseignantes de ce projet n'ont mis en place des ateliers d'écriture libre. Non, j'en ai aucune qui l'avait fait dans le cadre de ce projet. Une nouvelle question de Patricia Schilling. L'écriture inventée est-elle répandue? Avez-vous des données qualitatives sur cette pratique? C'est une question qui nous vient de Belgique, là. L'écriture inventée, nous, on parle beaucoup au Québec d'orthographe approchée là, qui est similaire. C'est sensiblement la même chose d'après les écrits. Je n'ai pas de données qualitatives dessus pour voir si c'est très répandu. Les enseignantes du projet de recherche aux 4 ans ne sentent pas nécessairement que les enfants sont prêts à en faire. Ils n'ont pas nécessairement, elles trouvent qu'elles n'ont, surtout en début d'année, pas assez de connaissances pour être en mesure de faire ça. Ce que les enseignantes souvent demandent aux enfants d'écrire dans ce que j'ai vu, des fois, ça pouvait être lors de l'écriture, par exemple, du message du jour, un enfant demandait à l'enfant d'énoncer le message qu'il voulait dire aux autres amis, puis l'enseignant demandait de venir signer son nom. Des fois, ça va être d'utiliser l'écriture, mais je n'ai pas vu vraiment d'écriture de ce type d'écriture-là pour l'ensemble d'un groupe. Ça va être utilisé, par exemple, OK, on sont en jeu, là, on a nos prescriptions, comme je disais tout à l'heure. Il y en a qui font simplement des gribouillis, qui font des pseudo-lettres. Il y en a qui utilisent des vraies lettres, mais qui vont être sans nécessairement de lien avec l'oral. Il y a certains enfants qui sont rendus là, dans cette approche-là développementale, qui vont tenter de faire des appropriations, faire des liens entre la langue orale, écrite et la langue sonore. On pourrait penser, je pense à un enfant qui voulait écrire Bobo, qui nous avait dit j'ai regardé, j'ai mis un O, c'est Bobo, parce qu'il voyait le lien entre le son O et la lettre O qu'il avait écrit. Fait qu'il y en a, mais je ne dirais pas que c'est une pratique qui est nécessairement très répandue. Est-ce que les histoires à l'oral font aussi partie des classes 4 ans au Québec? Les histoires à l'oral sans support de livre, j'en ai peu vu, honnêtement. Ça existe peut-être dans certains milieux, mais j'en ai très peu vu dans. Souvent, il y a toujours un support visuel associé. Sauf peut-être dans certains. Je réfléchis en même temps, là, je suis désolée, ma réponse est entrecoupée. Les histoires orales que j'ai vues aux 4 ans étaient souvent associées au développement aussi, développement corporel. Là. Donc, on va avoir des histoires où on va raconter puis que l'enfant doit bouger en même temps. Ça, c'est vrai que j'en ai vu à quelques reprises. Mais je ne pourrais pas généraliser. J'ai d'autres questions ici, là. OK. Une question plus générale, là. On va terminer avec cette question-là parce qu'on a fait le tour de toutes les questions, là. C'est une question générale. Quels sont les objectifs de fin de maternelle 4 ans en écriture?
au Québec, notamment comparé avec la France, si vous les connaissez là. Je ne connais pas les objectifs en France. En France, je pense par contre, ils sont plus développés qu'ici au Québec. Il y a des attentes qui sont plus grandes par rapport à ce qui est attendu. Mais je ne connais pas assez le programme français pour y aller précisément. Nous, le programme SIC au Québec fait qu'il n'y a pas d'attente précise à la fin de la maternelle 4 ans. Donc, les enfants ont 2 ans pour le développer, fait que c'est davantage à la fin du 5 ans qu'il y a des attentes davantage. Par exemple, par rapport à l'écrit, c'est de connaître certaines lettres de l'alphabet. On ne précise pas non plus les lettres au Québec que les enfants ont à maîtriser à la fin de la maternelle 5 ans. Il y a Madame Marie Lamotte-Sanson là, qui précise qu'à la question est-ce que les histoires orales font aussi partie des classes de 4 ans au Québec? Oui, dans certaines classes. J'imagine que Mme Marie Lamotte-Sanson connaît des enseignantes qui font cette pratique-là. Merci Marie qui fait partie de ce projet de recherche d'ailleurs. Donc, merci beaucoup Marie de cette précision. Là, il n'y a plus de questions, mais il y a des commentaires. Je te lis rapidement. Là. Il y a Tiane Quadros qui dit je suis très contente pour l'opportunité de participer à cette conférence. Très important de travailler avec les enfants. Il y a un joli matériel dans le site du groupe de recherche. Donc, merci. Écoutez, je vous remercie tout le monde beaucoup. Je remercie particulièrement Myriam Villeneuve-Lapointe, une jeune collègue, de nous avoir présenté ses travaux. J'ai eu l'occasion d'apprendre plein de choses nouvelles aujourd'hui et j'ai le sentiment d'être plus intelligent à la fin de la conférence qu'au début. Elle a su répondre de façon brillante à toutes les questions et apporter plusieurs éléments d'information. Et surtout, je crois que Myriam nous a interpellés sur l'importance de l'entrée de l'apprentissage, de l'émergence de l'écrit, qui est bien sûr, autant pour les jeunes Québécois et Québécoises francophones de 4 ans, un enjeu fondamental, mais aussi pour les jeunes anglophones et les enfants qui viennent de plus en plus de différents pays du monde. Et j'imagine qu'il y aura bientôt des enfants ukrainiens, malheureusement ici, qui seront déplacés par le désastre qui se produit en Europe de l'Est. Je vous remercie beaucoup, Myriam, et je remercie tout le monde d'avoir participé à cette réunion-là. Et tout le monde vous salue en même temps par les fils de discussion. La présentation de Myriam et son PowerPoint vont éventuellement se retrouver sur le site du CRIFPE. Donc, je vous invite éventuellement à les consulter. Et si vous avez raté ou si certaines de vos connaissances ou amis ont raté la conférence, la présentation, vous pourrez y accéder de manière indirecte. Merci beaucoup. Faites attention à vous. Passez une bonne journée. Et nous, au Québec, nous approchons du printemps. Il reste encore 12 jours. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée, Myriam. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.